Alors simplement voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Méline Moroni et je suis juriste au sein de l'association guyanaise d'aide aux victimes. Vous avez dû récupérer des flyers à l'entrée, donc peut-être que vous savez un peu déjà ce que c'est. Donc nous on est une jeune association, on a 2 ans. On a été créé d'ailleurs en grande partie grâce à Madame Lider, ici présente, et je la remercie fortement pour ça. À la base, on est une association de juristes, donc on a pour mettre en place justement des permanences d'accès au droit à destination d'un public général à la base, notamment pour accompagner les personnes victimes de violences dans les procédures judiciaires. Il se trouve que est venu à nous un très très grand nombre de personnes victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales, et c'est vrai qu'on en a fait un peu notre cœur de métier, en les accompagnant également en tout ce qui concerne le droit de la famille. On est une association qui est pluridisciplinaire, donc il y a les juristes, mais il y a aussi une psychologue qui est là et donc qui s'occupe de suivre les personnes qui viennent vers nous. On fait également des interventions collectives, donc comme ici ce soir, auprès d'un public de jeunes dans les établissements scolaires, auprès des clubs sportifs, sur des thèmes prévention de la violence, prévention des violences sexistes et sexuelles. Et on intervient également auprès des professionnels pour du coup, leur parler du phénomène violence intrafamiliale, comment accueillir la parole des victimes et comment les accompagner. Donc voilà, la spécificité aussi de notre association, et on y tient énormément, on va partout en Guyane, ça nous demande du temps, ça nous demande de l'argent, mais on essaye vraiment de pouvoir monter des permanences d'accès au droit dans les communes isolées. Donc on a des juristes à Saint-Laurent, on a 2 juristes qui sont à temps complet à Saint-Laurent, et on essaye vraiment de rayonner jusqu'à Saint-Georges, Maripasoula, commune de l'Oyapock, commune du Fleuve, commune du Marronnier également. Et par exemple, la semaine du 30 juin, on va partir une semaine à Camopi pour proposer des permanences d'accès au droit, mais également des interventions collectives auprès des professionnels. Donc voilà l'association pour laquelle je travaille. Et simplement, voilà, donc, tout ça pour vous dire que effectivement le milieu de l'art, le milieu culturel, c'était pas mon domaine de prédilection, donc j'ai dû un petit peu travailler pour vous parler ce soir. J'ai pensé que revenir sur 3 affaires médiatiques, qui ont un peu secoué le monde culturel et médiatique ces derniers temps, aurait pu être intéressant, notamment pour vous parler du traitement juridique de ces affaires-là, et notamment du traitement juridique de la parole des victimes. Parce que moi c'est mon prisme, mais je ne peux pas parler de grand-chose d'autre. Donc j'ai retenu notamment les affaires concernant Gérard Depardieu, Nicolas Hulot et Patrick Poivre d'Or. Voilà. Qui ont toutes les 3 en commun le fait d'avoir mis énormément d'années à sortir, malgré le fait que des personnes ont signalé ces violences, c'est des violences sexuelles, agressions sexuelles ou viol, malgré le fait que les personnes ont signalé ces violences dès le début. Les plaintes ont été classées sans suite, comme on dit. Classées sans suite, ça veut dire que le tribunal estime qu'il n'y a pas assez d'éléments, pas assez de preuves pour poursuivre l'affaire. Donc ça, c'est vraiment le point commun entre ces 3 affaires, et ce qui aussi met en lumière la difficulté de ces affaires-là, notamment la difficulté des affaires concernant ce qu'on appelle, nous, parole contre parole. C'est-à-dire que quand c'est des affaires qui datent de plusieurs années et qu'on n'a plus les preuves matérielles, comme on dit, on se base sur la parole. Et c'est là que ça devient problématique, parce que la parole des femmes, ça change, Dieu merci, mais la parole des femmes, en tout cas pendant des années, a été pas accueillie correctement par la justice, en règle générale. On a eu toutes ces histoires, notamment de discussions autour du consentement. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le comportement d'une fille qui dit non ? Quel est le comportement d'une fille qui dit oui ? Et ça a amené à, notamment, le fait que, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais en règle générale, je crois que c'est même pas 10% des violeurs sont condamnés. En pourcent. Des violeurs sont donc voilà, donc encore une fois, ça a tendance à changer, avec notamment le travail de psychiatres, des études de psychologie, notamment qui s'intéressent au psychotrauma, et qui arrivent du coup vers la justice en expliquant que c'est pas parce que, bêtement, que c'est pas parce qu'on dit pas non qu'on est d'accord. Et ça a mis du temps. Ce que je voulais aussi simplement vous expliquer dans ces 3 affaires, on a les problèmes de la prescription aussi. Donc
voilà, ça fait très longtemps qu'on a porté plainte, et donc du coup, dans la loi, au bout d'un certain nombre d'années, on ne peut plus, les faits ne peuvent plus être poursuivis. Ce qui a amené notamment au niveau législatif un changement par rapport à cette histoire de prescription. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On a rallongé les prescriptions, notamment en ce qui concerne les victimes mineures, pour les mineurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pour les violences sexuelles concernant les mineurs, la prescription a été allongée du fait notamment de la libération de la parole suite à tous les mouvements qu'on a connus, MeToo, Balance ton port, etc., etc. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est une petite notion de droit qui est importante parce qu'elle révèle aussi, encore une fois, comment est-ce que la parole des femmes, et notamment la parole des femmes dans le milieu médiatique face à des hommes célèbres et de pouvoir peut-être du coup recueillis par la justice, notamment dans l'affaire PPDA et dans l'affaire Depardieu. En fait, les premières femmes qui ont dénoncé ces faits-là avaient déposé plainte, donc leurs plaintes ont été classées. Le tribunal a dit il n'y a pas assez d'éléments. Pour que l'affaire puisse être néanmoins poursuivie, elles ont dû faire ce qu'on appelle un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Donc c'est-à-dire que c'est une procédure, il vaut mieux le faire avec un avocat, qui permet de forcer le tribunal à quand même faire une petite enquête. Pour information, cette procédure-là nécessite le dépôt d'argent auprès du tribunal, entre 1000 et 1500 euros, pour pouvoir déclencher l'action de la justice. Il y a d'autres systèmes, on peut contester aussi gratuitement, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour déclencher quelque chose auprès de la justice, pour que ces femmes puissent voir leur plainte examinée auprès de la justice, elles ont dû payer. Alors c'est une somme qu'elles récupèrent à la fin, hein, c'est pas voilà. Mais tout ça pour vous dire que quand on... Qu'elles obtiennent à la fin, si elles ont gain de cause. Oui, bien sûr, elles récupèrent l'argent si la plainte n'est pas reclassée sans suite, forcément. Donc voilà, donc du coup je voulais vous expliquer cette petite notion de droit pour vous dire que pour que ces affaires puissent aller plus loin, il a fallu un peu tordre le bras de la justice pour qu'on puisse les écouter et pour que du coup soit déclencher une enquête dans laquelle bien sûr le mis en cause est auditionné. Donc pour auditionner Patrick Poivre de l'Arvor, Gérard Depardieu et Nicolas Hulot, donc non, Nicolas Hulot lui c'est terminé, c'est surtout PPDA et Gérard Depardieu, il a fallu un peu tordre le bras de la justice, insister pour qu'on puisse avoir plus d'éléments dans ces affaires-là. Donc voilà, donc c'était simplement les élans que je voulais vous communiquer. Merci beaucoup, Madame Moroni, pour ces explications.